recherche de vérité m'a toujours intrigué. Cette notion n'a jamais été aussi floue qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que l'atteindre devient de plus en plus difficile. Presque impossible. Ce que l'on découvre dans la nature, c'est qu'ici, dans ces lieux isolés, la vérité est partout. Elle ne se cache plus, elle est là, dans tout ce que nous vivons. Pas de tour de passe-passe. C'est très simple, et j'aime ça. L'Islande. Ici, la roche, le vent, l'eau, la glace et la lave se mêlent de manière quasiment mystique. Tout est simplement là, impassible, ancré dans la vérité. Se perdre ici, c'est comme se lancer sur une page blanche. On y projette ses pensées, pour en laisser échapper ses émotions. Traverser cette île à pied est devenu une obsession. Je voulais subir les éléments et me plonger dans cette page blanche pour apercevoir, dissimuler derrière l'effort, une raison d'être là. Là, au milieu de rien, perdu dans la lave. Moi, c'est Enzo, et avec un ami d'enfance, Pablo, nous avons décidé de traverser à pied l'Islande, sur 450 km, le long d'un tracé plus ou moins balisé, du lac Mývatn au nord jusqu'à Skógar au sud. Nous partons en totale autonomie. Tente, nourriture, eau, avec plus de 25 kg sur le dos, pour une moyenne de 25 à 30 km par jour. On tente de s'imaginer au milieu de ces décors. On essaie même d'anticiper nos émotions avant de les vivre. Moi, c'est Pablo. Avec Enzo, on partage depuis longtemps la même passion de l'image. On a dû se surcharger de plusieurs kilos chacun de matériel photo et vidéo. Mais on ne pouvait pas passer à côté de ça. Le champ de lave d'Askia, et c'est gigantesque. On va essayer de montrer ça au drone, et c'est fabuleux. C'est aux portes du départ que le doute s'installe le plus. Est-ce que je suis réellement capable ? Mais cette fois, on ne revient plus en arrière. On se lance dans l'aventure. Le saut dans l'inconnu. Nous voilà en Islande. Nos pensées se mêlent dans le bus qui nous conduit à notre point de départ. Les paysages défilent le long de cette unique route. Elle semble être indispensable ici, comme un cordon de vie, traversant cet immense rien. L'admiration laisse rapidement place à l'excitation. L'envie de se lancer dans l'aventure se fait sentir. Prendre d'assaut cette terre de feu et de glace que l'homme ne peut dompter. Mývatn, un village au bord d'un lac du même nom. Notre point de départ, infesté de mouches. Ce qui ne nous décourage pas pour autant de commencer à remplir nos cartes mémoire de clichés et nos têtes de merveilleux souvenirs. L'atmosphère est paisible. La lumière chaude de cet interminable coucher de soleil est accueillante. Demain, nous partons. Nous nous réveillons de notre première nuit islandaise. À peine 3 heures de quasi-obscurité. Ça va Pablo, t'es pas trop fatigué? Non, ça va. Non, t'as bien dormi cette nuit? Non, pas du tout. T'as eu froid? On a eu très froid. Pourquoi on a eu très froid? Parce qu'on est arrivé à Reykjavik
assez tard dans l'idée. On a dû prendre un bus qui nous a amené à côté d'un autre aéroport pour prendre un autre avion le lendemain. Et on avait en gros 3 à 4 heures de battement pour dormir entre les deux. Du coup on a dormi dans un parc à côté de l'aéroport. Et puis il faisait froid, donc pas assez dormi. J'ai failli perdre mon portable au premier jour du séjour, qui permet aussi de faire voler le drone, s'il n'y a pas ça, le drone n'y vole pas. Il est tombé de ma poche, tout là-bas à 1 km. Et j'ai tout fait en sprint. Le portable était par terre au milieu du parking, même pas écrasé, et en parfait état de marche. Nous quittons Mývatn et déjà voici un premier problème. Cette année, avec la pandémie, aucun bus ne traverse l'île. Nous ne pouvons pas compter sur l'envoi de plusieurs colis de nourriture en différents points, comme prévu. On choisit alors une option qui nous permet de n'envoyer qu'un seul colis contenant toute la nourriture pour 13 jours de trek à une seule étape, Dreki, au pied du volcan Askia. Nous déposons ce colis à une compagnie de bus locale. Espérons qu'il arrive là-bas. Les premiers kilomètres avancent facilement sous ce soleil. Au cours de la journée, le paysage change radicalement. Les êtres humains se font de plus en plus rares. La journée se finit au pied du Sellandafjall. Un petit sommet où nous plantons notre tente pour la nuit, afin de nous reposer et soulager nos jambes engourdies par ces 30 premiers kilomètres. Splendide. Au matin, le poids du sac à dos se fait déjà sentir. Nos épaules sont endolories. Est-ce que ces 6 kilos de matériel vidéo en plus dans le sac étaient vraiment une bonne idée ? En tout cas, rien n'entame notre détermination sur ce nouveau départ, à part peut-être ces satanées mouches. Dès qu'il n'y a pas de vent, il y a des mouches partout. Là, t'en as 2 sur l'objectif. Et je sais pas si t'arrives à voir, mais il y en a tellement là. Et normalement, il est censé y en avoir que le matin, sauf que là, ça fait. Bon, on est encore le matin, mais ça fait peut-être 2 heures qu'il y en a là. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elles sont là. Ouais. Peu importe où se pose notre regard ici, tout est strictement plat. Les reliefs qui se dressent au loin sont nos seuls points de repère. Ils paraissent proches, mais après avoir marché des heures dans leur direction, nous nous rendons vite compte qu'ils n'approchent que très peu. Au début c'est déroutant, et puis c'est comme tout, on s'y habitue. Nous entrons sur l'Odadaraund. La plus grande zone désertique d'Europe. Un champ de lave à perte de vue sur plus de 100 km. À ce moment-là, nous nous efforçons de ne pas penser à ce qui nous reste à traverser. On essaie de s'en tenir à l'objectif du jour. Le soleil faiblit sur l'horizon. On contemple alors les flancs du géant endormi plus au sud, l'ancien volcan de l'Askia. C'est notre destination des prochains jours. Les douleurs sont là, que ce soit dans les jambes ou dans la tête. Marcher des heures sans voir le paysage changer, c'est frustrant. Tellement douloureux. On est dans le dur là. C'est comme nager au milieu d'un océan. Chaque effort semble inutile. Ah, les douleurs. Pablo en a marre, moi aussi. Nous finissons éreintés après 30 km par trouver Botny, une petite cabane, perdue au milieu de rien, qui se dévoile sur les derniers mètres. La fin de journée est dure. Une des pires, je pense.
T'en fais pas, le deuxième jour c'est toujours le pire, me disait Enzo. Comme chaque matin, nous nous équipons et partons en quelques minutes. Aujourd'hui, nous devons atteindre les pentes de l'Askia. Dans ce désert, nous longeons une piste de 4x4 qui serpente entre les blocs de basalte. Ça fait 48 heures que nous n'avons croisé aucun être vivant, et le paysage ici change encore. La lave plissée sous l'écoulement de la roche en fusion laisse place à de vastes aires sableuses, noires. La vue se dégage sur les environs, et la solitude nous frappe soudainement. Personne à l'horizon. Derrière chaque roche, chaque dune ou chaque coulée de lave, s'en trouve une autre. Nous arrivons en fin de journée à Dingjöfell, au creux d'une des vallées rayonnantes de l'Askia. Mais demain il y a des nuages, après-demain il fait beau, mais demain on doit grimper au col. Donc on verra si on peut y arriver ou pas, sachant que c'est balisé apparemment. C'était un peu chaud si c'était pas balisé. Enfin s'il faisait mauvais, c'était un peu chaud de retrouver son chemin. Mais on va croiser les doigts, ça va bien se passer. Nous gravissons dans la matinée les pentes d'un volcan endormi, l'Askia, pour pouvoir nous plonger dans la caldeira. Une sorte d'immense cratère produit par l'effondrement du volcan sur lui-même. J'ai plutôt l'impression que ça descend plus que ça monte. Au pire, on l'attaquera même s'il y a un peu de brouillard. Mais c'est vrai que c'est facile de se perdre avec ces champs de lave. S'il y a du brouillard, on ne voit pas les piquets. Et en fait, tout se ressemble un petit peu. Donc pour trouver la route, c'est parfois un peu compliqué. Le chemin est mal balisé, les nuages sont bas. Il est facile de se perdre ici. Les pentes rocheuses laissent place à des étendues de neige dans un épais brouillard qui nous désoriente rapidement. Mais ça y est, on y est. Arrivé au col, nous apercevons le lac logé au cœur de la caldeira. Caldeira, dit monsieur. C'est-à-dire que tout s'est effondré. On va se faire la petite bouffe ici là. Nous voulons atteindre le lac, mais couper droit au travers de la caldeira est impossible. Ce labyrinthe de lave solidifiée est trop coupant et cassant. Contraint de longer la caldeira par le nord, c'est lors de la dernière traversée de coulées de basalte que j'observe la lave noire solidifiée dans son mouvement. En fait, on dirait un immense gâteau au chocolat sortant du four. Beaucoup moins bon. Et de centaines de kilomètres carrés. Nous atteignons Dreki, un petit camp au pied de l'Askia, au bord du désert. Ce soir, c'est festin. Meilleur repas qu'on a depuis 4 jours. L'hospitalité d'un groupe d'Italiens avec qui nous partageons notre repas ce soir nous ramène à nos origines, Enzo et moi. On récupère notre colis envoyé 4 jours plus tôt. Heureusement, il est là. Chips, pâtes, sucreries. Demain, les choses sérieuses commencent. Demain, un jour. On profite de la soirée pour planifier les étapes des prochains jours. Le deuxième jour, on va donc aller au bord de ce lac, qui vient de l'île, qui on va donc terminer vers ici. Pour savoir jusqu'où on va. Voilà, c'est ça. Deuxième ravitaillement à Dreki, on change les sacs. Ah, il est là.
beaucoup de bouffe en perspective. Ça va être lourd. Lourd à porter, j'entends. Nos sacs dépassent maintenant les 30 kilos. Alors ça va pas être à faire le plus dur. Les 2 jours qui arrivent, c'est les 2 jours du challenge. Quand on aura passé ces 2 jours, ça sera fait. Il n'y aura plus rien à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau pendant 2 jours et ça, on va en profiter. Nous nous élançons dans la zone la plus isolée d'Islande. Quasiment aucune voiture n'y passe. Et ça, c'est lorsque la route le permet. Un ranger islandais nous déconseille de boire l'eau venant du glacier du Vatnajökull, une immense calotte polaire que nous contournerons pendant les prochains jours. L'eau est trop chargée en particules. Nous devons donc porter assez d'eau pour 2 ou 3 jours. Nous laissons l'effervescence du camp de Dreki pour filer seuls vers le sud, vers le désert. Sur 9 jours de trek, sans ravitaillement, Tout dans les sacs. tout dans les sacs, avec 2 jours sans eau, sans trouver de l'eau. Ça va être la découverte. Pas grand monde qui a été capable en plus de nous dire si oui ou non on pouvait trouver de l'eau. On verra bien. Au fur et à mesure de la matinée, le massif de l'Askja s'éloigne. Encore une fois, et comme partout ici, le paysage se métamorphose. Plus de rochers, que du sable, noir et à perte de vue. Le désert nous tend les bras. La route fuit droit et finit là où l'horizon s'arrête. C'est difficile de s'imaginer qu'il y a quelque chose là-bas, derrière l'horizon, et qu'on doit l'atteindre. C'est monotone. L'effort et la douleur sont constants. Chacun de nos pas s'enchaîne inlassablement et soulève avec eux des nuages de poussière qui se dissipent au loin sous un soleil éblouissant. Les conversations entre nous s'espacent. Nous nous concentrons pour ne pas laisser les douleurs prendre le dessus. Les pensées se bousculent. On ne voyage pas que sur la carte ici, mais aussi dans la tête. Bon allez, là on est toujours en plein désert. Avec Pablo, marche devant. Yeah. On s'apprête à prendre une belle tempête de sable sur la tronche. Qui est juste là-bas. On n'a aucune idée de où est-ce qu'on va dormir. Alors vraiment aucune. En fin de journée, le soleil faiblit dans une teinte orangée, provoquée par le sable en suspension. Nous ne sommes plus sur Terre. Ce soir, nous dormirons où nous pourrons. On plante la tente tard, au bord d'un fleuve d'eau glaciaire infranchissable. On ne retrouve pas notre position sur la carte. Tant pis, on doit dormir. Nous devons nous lever tôt pour traverser à sec les lits boueux de ces immenses fleuves avant qu'ils ne grossissent dans la journée. On est en plein milieu de la poussière, on est au bord d'un immense lit de fleuve qui est en fait le fleuve qui provient du glacier qui est là-bas, le Vatnajökull. On a la tente aussi qui se remplit de poussière, c'est un bonheur. Ouais, c'est le feu. Sur la plaine fluviale du Vatnajökull. Les gués sont à sec comme prévu. Nous filons d'un pas franc en direction de l'ouest, tout en longeant par le nord le Vatnajökull jusqu'au cabanon de Kistufell. Nous n'avons presque plus d'eau.
À la mi-journée, nous atteignons la cabane, sans eau et totalement déshydratés. Heureusement, on trouve de l'eau laissée dans la cabane par des rangers islandais. Ce soir, je répare mes chaussures, qui commencent à montrer des premiers signes de faiblesse dans leur combat contre les champs de lave. J'ai ma chaussure qui se découpe. Il faut que je recouse. C'est des couses. Décousu. J'essaie de la coudre avec une aiguille qui est trop grosse. Et moi, mes pieds me font mal. Nous sommes rejoints par un groupe de 4 randonneurs suisses. Nous sympathisons et passons la soirée ensemble. Les hauteurs de Kisufell nous ont offert ce soir-là un spectacle que nous n'oublierons jamais. Le cœur isolé de l'Islande se dévoile désormais. Il pleut toute la journée. Nous ne profiterons de rien. Un Islandais nous a confié un de leurs proverbes qui dit « Si tu n'aimes pas le temps qu'il fait, attends 15 minutes. » Nous voilà contraints de contourner le lit d'un fleuve infranchissable, au niveau d'un pont, par un détour de 20 km vers le nord. Ce sont donc 20 km supplémentaires à notre itinéraire. Nous passons la journée sous la pluie, trempés sous nos ponchos, le regard rivé sur nos chaussures. On trouve finalement notre fameux pont. Ça y est, on a réussi. Ce pont qu'on a enfin trouvé pour pouvoir traverser la rivière. Du coup, il va falloir faire 10 km dans l'autre sens pour reprendre notre itinéraire principal. Ouais. Et plaisir. mais ça y est, on a enfin trouvé le pont. En fin de journée, le temps se lève et enfin la nature nous récompense. Au cœur de ce désert, une cascade majestueuse se révèle à nous, avec comme toile de fond le Vatnajökull. C'est comme si la nature sauvage ce soir-là nous récompensait de sa splendeur. Après avoir subi sa météo toute la journée, elle nous livre sa beauté en cadeau. Pendant 1 heure, nous profitons du spectacle, trempés mais heureux, car le cœur isolé de l'Islande nous attend enfin. Le Vonarskarð. Cette vallée mythique pour les Islandais symbolise le centre géographique de l'île. Aujourd'hui, nous basculons donc dans la partie sud de notre périple. Ce lieu semble suspendu dans le temps, comme si on avait posé un pied dans le jardin des dieux islandais. Les vallées qui nous entourent forment autour de nous une haie d'honneur qui nous accueille en son sein. Nous sommes heureux. Nous savons que c'est pour ça que nous sommes là. La magie du lieu nous fait vite oublier ces derniers jours. On est remotivé. Nous longeons d'immenses lacs surveillés par d'anciens volcans qui se dressent fièrement. La motivation est là et les kilomètres défilent rapidement. Ce soir, l'Islande nous appartient.
En plus, j'ai de grandes douleurs dans le dos. Ouais, Je sais pas si je vais pouvoir porter le sac. cette nuit, c'était chaud. J'ai cru que la tente allait y passer là. La F26. Une vieille piste connue ici sous le nom de Sprengisandur. Cela signifie en islandais que les chevaux devaient la parcourir le plus vite possible pour atteindre les régions hospitalières du sud. Putain. Pas blaguer les gars. Non. Je sais pas s'ils ont foutu, mais c'est. Cette étape est psychologiquement très éprouvante, à tel point que certains l'appellent la purge. Aucune distraction ne nous attend ici. Juste nous, seuls, dans cet environnement monochrome, en direction de l'horizon. La monotonie s'installe de nouveau, et la douleur revient. L'esprit se perd d'une émotion à une autre. Les pensées se bousculent. Les nerfs sont à vif. Les journées se suivent et se ressemblent. Notre quotidien est devenu ennuyeux, rythmé, toujours le même. On se réveille difficilement, puis on sort de la tente, dans le froid et la pluie. On mange un bout, on remet les habits mouillés de la veille. Et puis ce sac, si lourd, à nouveau sur nos épaules. On marche, laborieusement, un pas après l'autre. Le soir, on trouve un endroit où monter la tente. L'installation est rapide. Et le reste des soirées se font en intérieur. On y mange et puis on ne tarde jamais vraiment à s'endormir. Pas ça. Pas de fromage champignon. Ça va sentir bon. Ça va être trop bon, mec. Nous ne rêvons qu'à notre prochaine destination, Landmannalaugar. L'arrivée sur une route goudronnée nous indique le dernier kilomètre de la F26. Tu fais des belles photos. C'est quoi la valeur de ce panneau, Enzo? Ça, c'est un panneau qu'on attend depuis 300 bornes. J'exagère, demain 14-15 heures, on y est. La solitude des derniers jours est bousculée par le passage incessant de bus et de voitures. Nous pénétrons désormais dans les fameuses terres du Sud, une mosaïque de roches colorées, parsemée de cônes volcaniques teintés de vert par la mousse.
Cela marque définitivement la fin du désert islandais que l'on traverse depuis 13 jours maintenant. Les sentiers battus nous attendent. Landmannalaugar. Ça y est mec, on y est. Finally. Enfin, on y est. Et boum. Voilà pour nous le retour à la civilisation. Nous rejoignons Guillaume, un marcheur français solitaire tout juste rencontré, autour d'une bière bien méritée. 300 Cheers. pour les 340 Avec bornes. notre ami Guillaume qu'on a croisé sur la route. Après notre périple, arriver ici est libérateur. Nous profitons des sources chaudes et du petit commerce à disposition pour faire le plein de nourriture. Les sources chaudes sont un parfait moyen de délasser nos muscles et articulations martelées par les kilomètres. Alors Enzo, c'est bien chaud? Dingue. Nous recueillons nos esprits après ces derniers jours d'effort. On est plutôt en forme, et notre envie d'en finir avec cette traversée nous pousse à repartir le lendemain et ne pas prendre de jours de repos ici, comme prévu. La dernière partie de notre traversée est marquée par le Laugavegur, un fameux trek islandais qui permet de rejoindre plus au sud Thorsmork. La diversité des décors traversés est unique ici. De montagne en lac, puis de vallée en glacier, les décors se métamorphosent progressivement sous nos yeux, comme par magie. J'ai l'impression, en l'espace de courts instants, que l'Islande m'offre une partie d'elle-même. Il nous reste 2 jours de marche et on arrive sur l'océan Atlantique, ouais, c'est ça. Là on est sur le trek du Laugavegur. Ce sont les derniers treks, le dernier trek avant la fin. Il nous reste 2 jours de marche et on est arrivé. Ce soir on arrive à Botnar, ça s'appelle. Et ensuite, voilà. Ensuite on arrive à Thorsmork. Très très joli. Et on aura fini après ça en Skogar. Il nous reste un gros col à passer avec 800 mètres de dénivelé. Mais bon, c'est bon, on est entraîné maintenant. Et voilà. Plus on s'approche du sud, et plus la végétation est dense. On y trouve même une forêt, improbable ici en Islande.
Thorsmork est un concentré de beauté naturelle. Les flancs de cette vallée sont surveillés par 2 immenses glaciers. Le Logavögur se termine ici, mais nous voulons finaliser la traversée en allant jusqu'à la cascade de Skogafoss qui fait face à l'océan Atlantique. La chaleur des derniers jours a provoqué une fonte avancée des glaces. Les rivières de la vallée sont en furie. Elles ont même arraché un pont et un bus s'est enlisé. Le passage d'un 4x4 islandais nous permet de traverser. Les visages se ferment au moment de rentrer dans l'eau. Le 4x4 peine à se frayer un chemin dans les bouillonnements du torrent. Nous voilà de l'autre côté. Nous nous retrouvons isolés, au pied du col, dans un camping désertique, à devoir attendre. Nous passons cette journée dans le réfectoire chauffé du camping, à l'abri des éléments. La météo se dégrade fortement. Impossible de monter au col aujourd'hui. Nous devons être patients. Nous échangeons nos histoires de voyage avec Marcus, Martin et Guillaume, en attendant une fenêtre météo favorable. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir échanger. Le voyage n'est pas terminé que j'ai déjà envie de repartir. Le départ. Préparation de la dernière étape. Nous devons atteindre Skogar avant 15h pour prendre le seul bus de la semaine pour Reykjavik. La course contre la montre démarre. Le pas se presse et les intempéries de la veille commencent à refaire leur apparition. Trempés dans le froid et le brouillard, nous atteignons péniblement le col. Nous apercevons la mer en contrebas pour la première fois depuis plus de 18 jours. Je sens la joie monter en moi. Nous y sommes. La fameuse, après 450 bornes. On y est. Juste là. Le point d'arrivée, mon gars. Comment tu te sens, gros? Bah, content. C'est ouf, mec, ce qu'on a fait. Je crois que je réalise pas encore, mais. Ouais. Bon, il faut juste descendre l'escalier, hein. C'est que ça, buddy. Aujourd'hui, je réalise. Mes yeux humides face à Skogafoss dissimulent une émotion immense et une fierté encore jamais connue. J'ai traversé l'Islande à pied. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'avec de l'ambition et de la détermination, tout le monde est capable de grandes choses. La page sur cette aventure se referme
mais je suis heureux de dire que j'ai traversé l'Islande à pied. Et je l'ai fait avec plus que mon ami, je l'ai fait avec mon frère. Ce sentiment d'accomplissement est grisant. Je sens les larmes monter, mais je me retiens. Je ressens maintenant comme un vide. Je suis allé au bout de ce rêve, de ce projet, avec mon ami, avec mon frère. Être là, dans la nature, à ressentir l'intensité de ce monde, ancré dans la réalité. Je veux vivre pour ça.